Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a quelques petites rumeurs sur la prochaine sortie du FSR 3, enfin. On a quelques autres petites infos aussi avec un test de la 7900 GRE qui est paru. Enfin bref, voyons voir tout ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec Intel et la génération 14. Aux dernières rumeurs, il se pourrait même que cette génération 14 arrive aux alentours du mois de septembre, peut-être avant octobre, on sait pas trop. Mais ça pourrait être un petit peu plus rapide que ce qu'on pouvait penser au début, on attendait ça plus vers fin octobre, début novembre, donc ça pourrait être un petit peu plus rapide. On commence à voir débarquer quelques tests, quelques bench qui passent à droite à gauche, et ici aujourd'hui c'est le 14600 KF qui a été testé sous Geekbench. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que déjà le 14600K KF, c'est les mêmes performances. Le 14600K par rapport au 13600K actuel, la seule vraie différence, c'est une augmentation des fréquences. Par contre, au niveau des performances qui ont été prises ici, le 14600K par rapport au 13600K, en single thread, on aurait seulement environ 5% de performance en plus. Par contre, comme on peut le voir ici, en multithreading, ce serait plus aux alentours des 20%. Qu'est-ce qui explique une différence aussi importante par rapport au 13600K ? On sait pas trop, mais ce serait pas juste les 200 MHz de fréquence qui permettrait ça. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a une meilleure gestion des fréquences et de la consommation aussi, qui pourrait par exemple permettre au 14600K ici de maintenir des fréquences élevées plus longtemps. Ce genre de choses, on sait pas trop. Donc bref, environ 5% de performance en plus en single thread, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, avec 200 MHz en plus, et c'est plus ou moins ce qu'on devrait retrouver en jeu, de toute façon. Ça devrait pas changer énormément par rapport au 13600K actuel. Par contre, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'en parallèle de ça, on a aussi un test du 14700K, un modèle de pré-série. Et de ce qui ressort ici, c'est que le 14700K, c'est la seule référence dans la génération 14 à avoir des petits corps en plus par rapport à la génération 13. Donc c'est celui où on devrait avoir le plus de gains. Et ce que l'on note ici, c'est qu'en single thread, effectivement, ça change pas grand-chose par rapport au 13700K. On a qu'environ 4-5% de performance en plus, un petit peu comme le 14600K que l'on vient de voir. Par contre, en multithreading, là aussi, on aurait entre 15 et 20% de performance en plus, puisque là, on a des petits corps en plus, donc ça paraît plutôt logique. Ce qui fait poser des questions par rapport au 14600K, puisque là, si on a des petits corps en plus et de la fréquence en plus, normalement, on devrait avoir plus que ce qu'on a vu avec le 14600K, donc je pense qu'il y a un de test qui est faux, du coup, ça paraîtrait pas logique autrement. Alors le testeur en question a aussi fait quelques tests en jeu, comme on peut le voir ici. Il a testé sur CSGO, sur PUBG, et là il n'y a pas grand chose à attendre de cette nouvelle génération. Alors c'est écrit 13700 KS ici. Apparemment c'est pour être un petit peu plus discret sur le fait que ce soit un 14700K et non pas un 13700 KS, enfin bref. Comme on peut le voir ici, pas grand chose à attendre, ça devrait être 5% de perf en plus, que l'on pourrait de toute façon atteindre aussi avec un 13700K en l'overclockant légèrement. Donc bref, plus beaucoup à attendre, puisqu'apparemment ça pourrait arriver assez rapidement. Reste, qu'est-ce que ça va donner du côté du tarif? Est-ce qu'on aura d'autres améliorations que juste un petit peu de fréquence en plus? Est-ce que la consommation, il y aura des choses qui bougent un petit peu pour permettre de meilleures performances, ce genre de trucs? Enfin bref, on verra bien. On enchaîne côté driver, avec AMD et Nvidia qui ont sorti de nouveaux drivers. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les deux marques ont sorti des drivers spéciaux pour Ratchet & Clank sur PC, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, comme on l'avait vu dans mon vidéo test pour Ratchet & Clank pour les performances sur le jeu, alors on avait déjà pu observer que jusqu'ici, il n'y avait pas de ray tracing possible sur les cartes d'AMD, jusqu'au driver qui vient de sortir. Alors, c'est un driver à part, c'est pas celui que vous allez retrouver sur le site, enfin,
tout du moins faut passer par un lien à part, qui permet d'activer le ray tracing sur le jeu. De ce que j'ai pu tester jusqu'ici avec la 7900 XTX, ça fonctionne pas trop mal hein, pour la carte d'AMD ici. Et en parallèle de ça, il y a aussi eu un driver hotfix chez Nvidia pour Ratchet Clank, puisque comme on avait pu le voir dans le test également, les performances sur le jeu avec Direct Storage, c'est un petit peu en dents de scie. Les performances sont pas très stables et les 1% étaient quand même bien moins réguliers que sur les cartes d'AMD par exemple. Et il y a aussi eu quelques tests à droite à gauche que j'ai vu passer, où quand on désactive le Direct Storage sur les cartes d'NVIDIA, on a des performances beaucoup plus stables dans l'ensemble. Donc on dirait qu'il y a un problème du côté des drivers, de la façon dont le Direct Storage est géré sur les cartes d'NVIDIA à l'heure actuelle, puisque du côté des cartes d'AMD, l'impact du Direct Storage est quasiment minime, voire inexistant. Ça semble mieux fonctionner dans l'ensemble. Alors après désactiver le Direct Storage, apparemment, moi j'ai pas testé ça moi-même, mais on dirait que pour certaines personnes, il y a quand même à certains moments le chargement des textures sur les cartes d'NVIDIA qui se fait moins bien que quand on active le Direct Storage. Donc ça serait pas totalement transparent du côté de la qualité d'image, même si ça semble être un impact plutôt minime dans l'ensemble, mais impact quand même. Sinon, Nvidia a sorti un driver hotfix pour Ratchet Clank qui améliore légèrement les performances, mais c'est principalement sur les 1%, puisque sur les performances en moyenne, c'était déjà plutôt bon sur les cartes d'Nvidia, mais c'était plus les 1% qui pêchaient. Là, ça améliore les performances de ce que j'ai pu tester d'environ 15-20% dans certains cas, donc c'est pas trop mal dans l'ensemble. Mais d'autres tests que j'ai vus à droite à gauche, avec Direct Storage de désactiver, ça fonctionne toujours mieux à l'heure actuelle, donc bref. On verra bien comment ça évolue, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de marge du côté de chez Nvidia pour encore améliorer tout ça. Et on enchaîne avec AMD qui a sorti une édition limitée de processeurs et de cartes graphiques pour Starfield, comme on peut le voir ici. Une 7900 XTX et un 7800 X3D. Alors pour le 7800 X3D, en réalité, que la boîte qui change, donc je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt d'avoir une un petit peu plus jolie boîte, et encore, c'est subjectif. Pour la carte graphique, par contre, alors c'est vrai que c'est carrément dans le thème, comme on avait pu le voir des manettes Xbox pour Starfield et tout ça, donc c'est un petit peu dans le même délire au niveau du code couleur. Et chose intéressante, c'est qu'on retrouve un modèle de référence au niveau du système de refroidissement pour la 7900 XTX, puisque c'est vrai que depuis la sortie, le modèle de rêve de la XTX a complètement disparu, puisqu'il y avait eu des problèmes au niveau des caloducs et tout ça, et c'est vrai que depuis cette époque-là, ils ne sont jamais vraiment réapparus. Et bien là, ça nous en amène une. Est-ce qu'elle sera aussi impactée? On verra bien, ce serait quand même un petit peu dommage, mais bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une édition limitée. Ce sera pas vraiment mis en vente. Il y a très peu de cartes qui ont été produites. On ne sait pas trop comment se les procurer. Est-ce que ce sera par le biais de concours et tout ça? On verra bien. Alors après, c'est vrai que la carte en elle-même, dans des builds blancs ou dédiés ou orientés Starfield, qui en aura probablement, tout du moins si le jeu est bon, ça pourrait être plutôt sympathique. Mais bon, en dehors du look, ça change absolument rien, bien évidemment. Et pendant qu'on est chez AMD, on a aussi eu ASRock, après Power Color, qui fuite, entre guillemets, l'arrivée des 7800 XT et 7700 XT, qui sont toujours pressentis pour une annonce à la Gamescom. La Gamescom, c'est dans plus très longtemps maintenant, c'est à la fin du mois d'août. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus que les nouvelles cartes d'AMD devraient sortir aux alentours du mois de septembre. Donc bref, on n'en apprend pas beaucoup plus que ça ici, si ce n'est que la 7800 XT aura bien 16 Go de RAM et la 7700 XT 12 Go de RAM. Les deux cartes devraient être basées sur la même puce, plus ou moins découpées comme d'habitude. On attend surtout les tarifs et les performances, puisqu'on a encore quelques interrogations là-dessus, même si pour la 7800 XT, on s'attend quand même difficilement à ce que les performances soient bien au-dessus de la 6800 XT actuelle. Vu les performances de la 7900 GRE dont on parlera après, ça paraît quand même compliqué d'avoir une grosse évolution d'une génération à l'autre ici. Et pendant qu'on parle de la 7900 GRE, elle a été testée par Hardware Unboxed hier. Alors, bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas foufou, mais c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait quand on avait vu les specs et les premiers tests en provenance de Chine. Mais je dirais c'est encore un petit peu moins bien que ce que je pensais, puisque là, comme on peut le voir ici, en 1440p par exemple, on est quand même un petit cran en dessous de la 6950 XT, qui termine tout de même environ 10% au-dessus de cette 7900 GRE. Le gros problème de la 7900 GRE, c'est pas tant ses performances, puisqu'ici on est très clairement entre la 6800 XT et la 6950 XT, donc quelque part c'est une 6900 XT en fait, mais c'est plus son tarif, puisqu'elle est sortie au même tarif officiel quasiment que la 6800 XT, tout en ayant vraiment à peine des performances supérieures. 2 ans plus tard, c'est quand même pas terrible, surtout à l'heure où on trouve des 6950 XT dans le commerce moins cher que le tarif officiel de la 7900 GRE.
et la 6800 XT est également beaucoup moins chère qu'elle. Donc bref, d'un pur point de vue performance-prix, celle-ci n'est pas vraiment intéressante. Par contre, la 7900 GRE a un petit avantage au niveau de l'efficacité énergétique. Là-dessus, c'est clairement un petit cran mieux que la 6950 XT ou la 6800 XT. Par contre, en observant le test dans son ensemble, ce qui m'apparaît moi quand même le plus flagrant, c'est que cette 7900 GRE a surtout un gros besoin en bande passante mémoire, et c'est clairement ça qui bride ses performances par rapport à la 7900 XT qui reste quand même un bon cran devant, puisque si on regarde au niveau du nombre d'unités de calcul, la 7900 GRE est quand même très très proche de la 7900 XT, puisqu'elle n'a que 5120 stream processor au lieu de 5376. Par contre, la différence de performance est assez massive, et c'est là qu'on voit que pour les 7900, ici, la 7900 GRE, je trouve qu'elle est clairement pas du tout équilibrée par rapport à la 7900 XT, puisqu'on a vraiment un déficit au niveau de la gestion de la RAM, qui fait qu'elle perd beaucoup en performance. Ce qui pourrait faire en sorte que la 7800 XT, comme on peut le voir ici, alors certes elle a beaucoup moins d'unités de calcul, mais dans l'ensemble la carte est beaucoup plus équilibrée, puisqu'au niveau du système mémoire, c'est la même chose que la 7900 GRE. Donc en réalité, à part dans les cas où c'est vraiment la puissance de calcul brute qui peut faire la différence, la 7800 XT en réalité pourrait être plutôt proche de cette 7900 GRE, ou pas si loin derrière que ça dans l'ensemble, puisqu'en plus de ça, la 7800 XT a des fréquences plus élevées que la 7900 GRE, qui a quand même une fréquence de fonctionnement assez basse, 2.2 GHz, c'est pas énorme. On peut espérer que la 7800 XT pourrait même peut-être booster un petit peu plus que les 2.5 GHz, ce qui l'amènerait très probablement assez proche de la 7900 GRE. Donc bref, on verra bien comment ça se passe, mais ça va être justement intéressant à observer, de voir comment cette 7800 XT se comporte par rapport à cette 7900 GRE, qui n'aurait même pas dû s'appeler 7900, je trouve, vu la différence de performance qu'il y a avec la 7900 XT. Je trouve que le placement de nom et tarifaire était vraiment pas terrible du tout de la part d'AMD ici. J'espère vraiment que pour Navi 32, AMD soit un petit peu plus agressif que ça. Et pendant qu'on parle de Navi 32, du côté des rumeurs, alors c'est en provenance de chez Moore's Law is Dead, à prendre avec des pincettes bien évidemment comme d'habitude, apparemment, un de ses contacts, ici ce serait un OEM, devrait avoir un briefing sur le FSR3 cette semaine, avec une sortie possiblement pour septembre pour le FSR3, en même temps que la sortie de Navi 32, ce qui paraît plutôt logique, pour donner un petit coup de projecteur sur la sortie de Navi 32 avec le FSR3 en plus. Ça permettrait de rendre un petit peu tout ça un petit peu plus attrayant, puisqu'un des gros manques de RDNA 3 jusqu'ici, c'est qu'il n'y a pas de techno similaire ou équivalente au DLSS 3 chez Nvidia. Donc on espère aussi que le FSR3 soit compétitif et qu'il fonctionne bien sur RDNA 3, mais aussi sur RDNA 2 et compagnie, ce qui serait plutôt bienvenu. Par contre, on a aussi d'autres rumeurs qu'on entend à droite à gauche, à prendre avec de grosses pincettes là aussi, comme quoi le FSR3, et même possiblement le FSR2, pourrait tirer un petit peu plus parti des capacités intelligence artificielle de RDNA 3, ce qui voudra dire qu'on pourrait avoir une version différente du FSR 2 ou 3 avec les dernières puces de chez AMD que ne pourraient pas forcément utiliser les puces en RDNA 2 par exemple, ou les puces des concurrents aussi. Mais bon, commencez pas à paniquer sur cette histoire-là, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, on attendra d'en savoir plus. S'il y a vraiment un gain particulier à avoir du RDNA 3 pour le FSR 3 ou pas, on devrait plus tarder à en apprendre un petit peu plus, tout du moins on l'espère. C'est vrai que le FSR 3, ça a été annoncé depuis pas très loin d'un an maintenant, on est à plus de 9 mois depuis l'annonce. Ça fait quand même un bout de temps qu'on l'attend. Et pendant qu'on est au rayon des rumeurs, on a une rumeur en provenance de chez ChipL sur les RTX 5000. Alors, ce qui ressort ici, c'est qu'apparemment, pour la future génération de chez Nvidia, on aurait un découpage différent sur Blackwell. C'est le nom de la nouvelle architecture, à ce qui paraît. Et donc on pourrait avoir du GB202, c'est le nom des puces, du GB203, par contre apparemment jusqu'ici, le GB204 serait aux abonnés absents, et ça pourrait être remplacé par un GB205. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, puisque c'est vrai que jusqu'ici, on n'a jamais eu vraiment de GA105 ou de AD105 sur les générations précédentes et actuelles. Donc est-ce que c'est juste un changement de nom? Est-ce que c'est plus significatif que ça? On n'en sait rien. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas non plus. Donc en réalité, on n'en sait foutrement rien. Donc on verra bien. C'est encore un petit peu tôt pour les, fuites en ce qui concerne la future génération de chez Nvidia, même si on s'approche tout doucement de
des 1 an de la génération Ada Lovelace. Donc on va commencer à avoir de plus en plus de bruit de couloir sur cette future génération. Mais je dirais c'est fort possible qu'on en apprenne beaucoup moins que sur les RTX 4000 à l'époque, puisque souvenez-vous, ce qui avait déclenché le plus de fuites plus correctes, c'était aussi tout simplement qu'il y avait eu un hack chez Nvidia qui avait fait fuiter les différentes puces, donc on savait quand même depuis assez longtemps avant leur sortie plus ou moins à quoi s'attendre. Et enfin pour terminer, on passe du côté de la PS5. La dernière fois on avait parlé de la PS5 Pro, et bien apparemment la PS5 Slim serait en approche, comme on pouvait le supposer et comme on l'avait entendu dire aussi. Par contre, cette PS5 Slim, alors elle serait apparemment bien évidemment plus petite, mais pas non plus énormément plus petite que l'actuelle. C'est juste plus compact dans l'ensemble, comme on peut le voir ici, à part si c'est un fake bien évidemment. Bon. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de Slim comme on les attendait avec les dernières générations? Eh bien tout simplement parce que l'APU, au niveau du rétrécissement de celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué que sur les générations précédentes, puisqu'il n'y a pas vraiment de die shrink intéressant à faire à l'heure actuelle. Puisque pour rappel, les APU des consoles sont produites sur le 7N de chez TSMC à la base. Dernièrement, c'était passé sur le 6N, ce qui avait déjà permis à de nouveaux modèles de PS5 de sortir avec des systèmes de refroidissement un petit peu moins costauds, un petit peu plus légers, ce qui permettait de réduire les coûts pour Sony. Mais de ce qui ressort jusqu'ici, passer l'APU de la PS5 ou même de la Xbox Series, par exemple au 5 ou 4N de chez TSMC, ce serait pas hyper intéressant d'un point de vue économique. Donc ici on resterait sur un APU identique à celui qu'on a déjà dans les PS5 actuels. Par contre, la boîte qui est autour serait un petit peu plus compacte, ce qui fait plutôt sens, puisque déjà, depuis quelques temps, le système de refroidissement de la PS5 était de plus en plus compact à l'intérieur, ce qui fait que ça permet aussi de rendre la boîte elle-même un petit peu plus petite au final, ce qu'on pourrait avoir ici. On avait aussi entendu dire que la PS5 Slim, par exemple, n'aurait pas de lecteur Blu-ray directement sur la console, comme on peut le voir là. Apparemment, ce serait toujours le cas. Donc les histoires de lecteurs externes, entre guillemets, alors c'est peut-être toujours prévu pour pouvoir être rajouté sur le modèle, je dirais, sans lecteur intégré direct. Mais si c'est vraiment la PS5 Slim que l'on voit ici, eh bien apparemment il y aurait toujours un modèle avec lecteur. Après bien évidemment, la grande question jusqu'ici, c'est toujours le tarif. Est-ce que cette PS5 Slim sera moins chère que la PS5 actuelle? Vu les baisses de tarifs qu'on a eues sur la PS5 avec lecteur dernièrement, c'est pas totalement impossible. C'est vrai que si elle se rapproche tout doucement des 400 balles, ça la rendrait plutôt intéressante dans l'ensemble. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!